Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on attende encore 2-3 minutes, le temps de prendre un verre d'eau et que les derniers participants se connectent. Et puis nous rentrerons dans le vif du sujet. Du coup, rebonjour à tous. En quelques mots, bienvenue pour ce webinaire sur la robotique et les différentes notions rencontrées en robotique. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Louis Poupard, je suis business consultant spécialisé en recrutement engineering chez Jefferson Wells. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et de laisser la parole à nos intervenants, je vous rappeler deux petits points. Le premier, c'est que le webinaire est enregistré, qu'il sera publié sur notre chaîne YouTube et que vous recevrez le lien du webinaire par mail dès qu'il sera en ligne. Comme ça, vous pourrez vraiment le suivre et le revoir si nécessaire et le partager à vos connaissances qui pourraient être intéressées. Le deuxième point, c'est que, comme beaucoup d'entre vous l'ont vu, il y a un chat. On attend toutes vos questions via le chat. Et une séance de questions-réponses est prévue en fin de présentation. Donc, ce sera vraiment le moment où on répondra aux questions. Mais n'hésitez pas à les transmettre lorsqu'elles vous viennent à l'esprit via le chat. On les reparcourra en fin de présentation. Et alors, tout de suite, je vais laisser la parole à Quentin Ledan et Dominique Hermès. Quentin Ledan, qui est ingénieur spécialisé en industrie 4.0 chez Technifuture, et Dominique, qui est directeur des cursus automation, robotique, technico-commercial chez Elmo Saint-Laurent. Quentin et Dominique, je vous laisse prendre la suite. Merci Louis, merci. Bonjour à tous. Moi, comme Louis l'a dit, je m'appelle Quentin Ledan. Je travaille à Technifuture, qui est le plus grand centre de compétences en Wallonie, où nous faisons notamment de la robotique. Et aujourd'hui, le but du webinaire, c'est de voir ensemble les différentes notions rencontrées en robotique avec Technifuture pour ma partie et Dominique Hermès avec Elmo Saint-Laurent pour être plus précis. Mais d'abord, quand on dit le mot robot dans la vie de tous les jours, quand j'entends le mot robot, quand quelqu'un dit le mot robot, que vous soyez ingénieur ou technicien, automaticien, particulier, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vous dis ça, vous allez peut-être vite penser à quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est les films, la science-fiction. Ici, c'est BB-8 dans Star Wars. J'aurais pu mettre R2-D2 pour la génération d'avant. La robotique, c'est pas vraiment encore ça, en tout cas. On peut même penser à, ici, c'est Sony dans iRobot avec Will Smith. On parle aussi des 3 lois de la robotique. Aujourd'hui, la robotique, c'est pas ça non plus.
Et peut-être même à ça pour les plus pessimistes, mais on va dire que c'est un peu moins enviable. Ici, on est dans Terminator. Évidemment, les notions de robotique, de robots qu'on retrouve dans les films ne sont pas les mêmes qu'en réalité. Mais par contre, il existe pas mal de similitudes. Si vous êtes intéressé par les robots dans la littérature, etc., il y a vraiment moyen de s'y retrouver aussi, on va dire, dans le monde réel. Et c'est ce que nous allons vraiment voir ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on entend par robot aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est regroupé dans ce terme? Et toutes les possibilités, mais aussi celles de demain. Alors, si je tape sur Internet, si je prends mon Google et que je mets dessus robot, ben voilà le genre de définition sur une des définitions sur lesquelles je peux tomber. Et c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'est machine à l'aspect humain. Et c'est pas totalement faux. Ici, je vous présente juste des machines à l'aspect humain, on y reviendra plus en détail après, qu'on peut retrouver aujourd'hui. Sauf que je trouve la définition un peu limite, parce que c'est même pas vrai en fait. Il n'y a pas que des humains qui sont mécanisés en robotique. Une autre définition qu'on peut retrouver, c'est mécanisme automatique complexe pouvant se substituer à l'homme pour effectuer certaines opérations. Ok, ça regroupe peut-être plus de choses, comme ici des véhicules autonomes de toutes sortes, mais ça sous-entend directement que la robotique se substitue à l'homme, qu'elle remplace l'homme. Or, c'est pas vrai, elle est complémentaire. Nos définitions, ah ouais, et c'est même pas le cas, parce que il y a des machines qu'on retrouve dans la vie de tous les jours, comme ici, qui nous aident, par exemple à la cuisine ou à tout, etc. Une autre définition, et une qui me plaît particulièrement, c'est celle de la Robotic Institute of America. Un robot est un manipulateur multifonctionnel, reprogrammable, et ça c'est vraiment très intéressant, conçu pour déplacer du matériel, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux à travers divers mouvements programmés pour l'exécution d'une variété de tâches. Donc là, ça regroupe déjà pas mal plus de choses. Mais en fait, on va voir que il y a plein de notions de robots. Et c'est vraiment aussi tout l'intérêt de ce webinaire aujourd'hui, c'est de les voir ensemble. Et nous allons aller plus en détail dans toutes ces notions de robotique avec Dominique et moi. Je passe du coup la parole à Dominique pour voir plus en détail les robots industriels et les cobots. Oui, merci Quentin, bonjour à tous. Donc, on va aborder la robotique dans différents domaines. Et donc, moi, je vais commencer par vous présenter le robot comme on le retrouve dans l'industrie. Alors, les robots sont apparus dans l'industrie dans les années 60-70 et étaient principalement présents dans l'industrie automobile. Donc, ces robots, en fait, étaient des mécanismes dans lesquels on retrouvait 3, 4, 5, 6 moteurs qui leur donnaient toute une série de degrés de liberté et qui, dans le domaine de l'automobile, réalisaient de la soudure, du positionnement de pièces et éventuellement de la peinture. Aujourd'hui, donc, tout ça a bien évolué. Les robots sont présents vraiment dans tous les secteurs industriels. Donc, on les retrouve bien entendu toujours fortement dans le domaine de l'automobile, mais on va les retrouver également dans l'agroalimentaire, dans la chimie, dans le pharmaceutique, dans la construction mécanique. Donc, dans tous les domaines d'activité à l'heure actuelle, on retrouve différents types de robots. Alors, quel type de robot va-t-on rencontrer au niveau industriel? On va rencontrer 3 types de robots. Donc, on retrouve le robot d'Iscara, qui est un robot 4 axes. Donc, vous voyez J1, J2, J4 qui sont en fait des moteurs qui vont permettre de déplacer le bras, mais tout en restant dans un même plan. Et puis J3 qui est un axe vertical qui va permettre de déplacer l'outil verticalement. Donc, c'est un robot qui se déplace principalement donc, en XY sur un plan. On retrouve également des robots Delta qui sont composés de 3 bras et par les mouvements indépendants de ces 3 bras, on va pouvoir déplacer en bout un outil dans un environnement 3D. Donc là, on n'est plus limité à un seul plan, donc on va se déplacer vraiment dans toutes les positions dans l'environnement 3D. Et puis, le robot 6 axes, qui est un robot, je dirais, traditionnel, qui existe depuis des dizaines d'années. Donc, ce robot 6 axes qui est un montage mécanique avec 6 moteurs, de J1 jusqu'à J6, qui donne en fait un look à ce robot assez proche du bras humain.
Alors, le robot Scara, vous voyez une petite vidéo ici. C'est un robot qui est très, très rapide au niveau de ses déplacements, mais également très précis. Alors, il est très précis parce qu'il a justement une mécanique qui est limitée dans les mouvements. Je rappelle qu'il n'a que 4 axes. Dont 3 qui se trouvent sur un même plan. Et donc, avec ça, ça lui confère une grande rigidité et donc beaucoup de précision. Et donc, on va retrouver ce robot Scara principalement pour réaliser du pick and place, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, on va prendre des pièces et on va les placer. On peut également les assembler. On va retrouver ce robot dans le pharmaceutique, par exemple, pour jouer avec des seringues, ou bien dans l'électronique pour placer des composants électroniques sur des circuits imprimés. Les robots Delta également, donc, sont des robots qui sont très rapides, mais qui sont nettement moins précis que le Scara parce que leur mécanique est beaucoup plus souple. Ici, on va le retrouver justement dans la prise et de la dépose de pièces avec beaucoup moins de précision. Dans la vidéo que vous voyez à l'écran, on voit donc toute une série de robots Delta qui en fait sont en train de manipuler des saucisses qui arrivent et donc ils les prennent à la volée sur une bande transporteuse pour venir les déposer dans des boîtes qui après seront fermées et conditionnées. Donc, c'est des machines qu'on va retrouver beaucoup dans l'industrie alimentaire, par exemple pour mettre des étiquettes sur des paquets de biscuits et autres, des bons, ou bien comme ici, pour placer des éléments dans des boîtes, mais pas évidemment uniquement dans l'industrie alimentaire, donc dans toute l'industrie où on doit justement faire de la prise et de la dépose de pièces à la volée avec peu de précision. On a ensuite le fameux robot 6 axes. Donc, comme je le disais, il a la morphologie d'un bras humain et donc la souplesse d'un bras humain. Donc, il va pouvoir, dans un espace 3D, vraiment atteindre tous les points de l'environnement. Et ce robot est très polyvalent. En fait, la polyvalence du robot va dépendre de l'outillage que l'on va fixer sur le poignet du robot. Et donc, en fonction de l'outillage que l'on va fixer sur le poignet de robot, ce robot pourra faire de la palettisation, du montage, du soudage, de la peinture, de l'encollage de pièces. On peut même imaginer de mettre des changeurs d'outils manuels ou automatiques et donc permettre au robot de changer de tâche. Donc, je sais pas, il va mettre des boîtes sur une palette et puis il va venir mettre 2 étiquettes sur la palette une fois terminé. Dans la vidéo ici, donc on voit un robot justement muni d'une pince qui lui permet de prendre des caisses et de déposer donc ces caisses sur des palettes. Donc il fait de la palettisation. Donc ça c'est vraiment un process que l'on retrouve pratiquement dans toute l'industrie de fabrication. En bout de chaîne de production, il y a toujours une phase de palettisation, donc où les caisses vont être positionnées sur palette avant d'être envoyées. Ici, le robot est muni d'une pince et va permettre de charger et décharger une machine d'usinage. Donc, il va pouvoir charger la machine avec des pièces brutes et décharger les pièces usinées. Il va également pouvoir alimenter la machine avec des outils différents. Muni d'une torche, le robot est également beaucoup utilisé pour faire de la soudure dans le domaine de la chaudronnerie ou bien dans le domaine de l'automobile. Et pour rester dans le domaine de l'automobile, la peinture, évidemment, c'est un élément très important. Et donc ici, on voit 2 robots qui sont en train de s'activer pour peindre une carrosserie de voiture en simultané. Vous voyez que ces robots, en plus, sont chemisés. C'est pour éviter justement que la peinture ne vienne pénétrer dans les différents éléments mécaniques du robot. Ces robots peuvent être petits, comme celui qui est à l'écran, donc il va manipuler quelques grammes, donc c'est un petit porteur, mais on a également de très gros porteurs, puisque à l'heure actuelle, les plus gros robots sont capables de déplacer plusieurs tonnes. Donc le plus gros robot est capable de déplacer justement 2 tonnes dans un espace, donc on peut s'imaginer les performances de ce genre de technologie. Et donc, que le robot soit petit ou qu'il soit gros, la commande du robot reste la même. Donc, l'intelligence, le système de commande, le système de programmation reste identique. Excusez-moi. Alors, il y a également depuis quelques années maintenant l'apparition de nouveaux types de robots qu'on appelle des robots collaboratifs, également en simplifié cobot, donc la concaténation de code collaboratif et de bots de robots. Donc, les robots collaboratifs, les cobots, sont en fait des robots qui vont pouvoir interagir avec l'humain. Tous les robots qu'on a vus précédemment sont des robots qui sont enfermés dans des cages parce qu'ils sont dangereux. Ici, le robot collaboratif, lui, respecte toute une série de normes de sécurité beaucoup plus élevées qui vont lui permettre donc d'interagir directement avec l'humain.
Et donc, ce robot va avoir des applications typiques d'assemblage, de petits assemblages, également de pick and place. Ce sont des robots, vu qu'ils travaillent à proximité de l'humain, qui vont déplacer évidemment des charges beaucoup moins importantes. Donc, on va partir de quelques centaines de grammes à éventuellement quelques kilos. Donc, on est loin évidemment des robots qui manipulent 2 tonnes, comme on l'a vu dans la dernière vidéo. Donc, les montages, les assemblages et les pièces évidemment qui vont être prises vont être plus petites également. Alors ici, on voit justement une opératrice qui est en train de monter un réducteur et le robot, en fait, s'occupe de la tâche pénible. Donc, il amène le jeu de pignon qui est assez lourd et donc l'opératrice va s'occuper de tâches beaucoup plus précises qui est le positionnement des roulements et des circlips dans les différents carters. Donc là, on a vraiment ce robot collaboratif qui est une 3e main pour l'opératrice. Et donc, comme je le disais, ces robots ont besoin de normes de sécurité beaucoup plus importantes puisqu'ils travaillent à proximité de l'homme. Et donc, ce sont des robots qui vont manipuler de petites charges. Ce sont des robots qui vont également travailler à très faible vitesse. Ce sont des robots qui vont être capables de détecter la proximité de l'humain et encore ralentir leur mouvement. Et des robots qui vont être capables de s'arrêter automatiquement au contact de l'humain. Et donc, je vais vous représenter une vidéo de la même opératrice. Et là, on va voir que cette opératrice va mal positionner un roulement à billes dans le carter de droite. Et elle va vouloir venir le repositionner alors que le robot est en train d'amener les pignons. Vous allez voir que les pignons vont venir en contact avec l'opératrice et le robot va s'arrêter. Donc, il ne va pas la blesser. Donc ici, l'opératrice dépose le roulement de droite, vous voyez qu'il est en biais. Elle s'en rend compte, elle va venir le rectifier et le robot vient en contact avec sa main mais ne l'écrase pas. Même chose avec son bras ici, il s'est arrêté lorsque l'opératrice a tendu le bras et qu'il est venu donc en contact avec le bras de lui-même. Voilà donc pour les différents aspects de la robotique dans le monde industriel. Donc maintenant, on va passer aux aspects AGV, AMR et véhicules autonomes et c'est Quentin qui va reprendre la main. Merci Dominique. Donc moi, je vais vous présenter, comme Dominique l'a dit, les robots mobiles et véhicules autonomes. C'est aussi une sorte de robot, comme les robots mobiles en industrie. On appelle ça les AGV, pour Automated Guided Vehicle, véhicule guidé automatiquement, si je traduis ça en français. Maintenant, il y a une nouvelle génération qui vient d'arriver, beaucoup plus flexible, beaucoup plus polyvalente, qu'on appelle AMR, pour robot mobile autonome, et si je le traduis de l'anglais, Autonomous Mobile Robot, pour du coup cette nouvelle génération. Cette nouvelle génération, pourquoi? Parce qu'en fait, elle n'a plus besoin d'infrastructure. Ces robots sont autonomes d'un point de vue infrastructure. Il n'y a pas besoin de mettre des lignes au sol, que ce soit des fils à suivre visuellement, des fils électromagnétiques. Il n'y a plus besoin de QR code, une grille QR code, vous avez sûrement déjà dû en voir sur les robots d'Amazon. Il n'y a pas besoin de réflecteurs pour faire une triangulation et se positionner. Ce robot-là, en fait, a un lidar, un capteur qui mesure une distance. Il scanne son environnement et crée une carte en interne. Et nous, les programmeurs, on lui donne des points et des trajectoires. Et ensuite, il va faire le déplacement d'un point à un autre, comme on lui a demandé. Du coup, si je change d'atelier, d'entrepôt, etc., j'ai besoin d'aucune infrastructure. J'ai juste besoin de rescanner l'environnement et c'est reparti. Maintenant, cette technologie, elle est mature. On ne le sait pas toujours, ça vient d'arriver, ça vient de s'améliorer. Maintenant, il y a vraiment moyen de faire du déplacement, du mouvement de matière pour toutes sortes de produits. Ici, vous avez le Sherpa qui lève une caisse classique pour des produits qu'on pourrait trouver à la livraison, à la poste, etc. Et on a ici la gamme de chez Asti qui là est carrément sur des tonnes, sur des palettes qui font plusieurs tonnes, des objets très lourds qu'on retrouve typiquement en industrie. Mais il n'y a pas qu'en industrie qu'on a des robots mobiles et autonomes. Ici, on a un robot avec un look un peu humain, en tout cas à gauche, mais à droite, on a un autre type où là, le but, c'est de venir faire les premiers soins aux personnes, apporter des médicaments, parce que choisir un médicament, faire un diagnostic, etc., c'est une vraie valeur ajoutée du même. Mais par contre, amener le médicament de la pharmacie au lit du patient, surtout si le patient est en quarantaine, etc., alors là, on est plus sur une valeur ajoutée d'infirmière ou de médecin, et c'est quelque chose qu'on peut dédier aux robots et ils le font très bien. Mais pas que. Il y a aussi dans le domaine militaire, pour aller explorer une zone à risque,
etc., une zone minée ou avec un terroriste ou que sais-je, c'est moins mon domaine. Mais il y a aussi les robots autonomes qui sont utilisés, mobiles autonomes, qui sont utilisés dans le domaine. Souvent, évidemment, aussi couplés, hein, comme les robots industriels que Dominique a présenté avant, avec des outils, voire avec d'autres robots. Comme ici en dessous à droite, on a un petit char équipé d'un robot, d'un bras robotisé qui permet par exemple de poser quelque chose ou de prendre quelque chose au sol ou en hauteur. Mais il y a aussi plein d'autres applications. Dans le transport aujourd'hui, vous connaissez tous les voitures Tesla, j'imagine, qui ont un mode semi-autonome en option. La voiture autonome est pratiquement prête. À San Francisco aujourd'hui, presque toutes les semaines, il y a des tests de voitures autonomes en circulation. C'est le plus gros frein aujourd'hui, c'est le côté juridique. Ce n'est pas vraiment la technique, ce n'est pas les sciences qui freinent la voiture autonome, c'est le côté juridique et les quelques détails techniques qui manquent aussi quand même, pour être tout à fait honnête. Parce que la voiture autonome fera aussi des accidents, malheureusement. Typiquement, un obstacle imprévu qui tombe sous les roues, c'est un arbre. La voiture autonome ne freinera pas euh, plus, plus court qu'une voiture pilotée. Elle sera peut-être plus réactive grâce à ses capteurs, mais elle sera limitée aux mêmes lois de la physique qu'une voiture manuelle. Et donc, il y aura aussi des accidents, etc. Et c'est aussi un des freins de la technique. Par exemple, dans l'agriculture, là, il y a moins de notion d'accident. Et donc, du coup, il y a déjà aujourd'hui des robots autonomes qui s'occupent de planter des graines, de récolter euh, les plantes, etc. Il y a aussi des applications, je trouve, qui sont vraiment très intéressantes. Aujourd'hui, il y a des robots mobiles en agriculture qui sont capables, en fait, par intelligence artificielle, de juste détecter les bonnes herbes des mauvaises herbes. Et du coup, d'envoyer du pesticide juste sur la mauvaise herbe. Fini d'inonder le champ de mauvais pesticides, de pesticides tout court, partout, y compris dans les zones où il n'y a pas besoin. Maintenant, on va vraiment déposer juste où il faut. Et pourquoi pas, au jour, peut-être arracher juste la mauvaise herbe. Et ça, c'est vraiment une grande avancée. Et aussi dans le service, hein, je pense toutes les applications qui sont possibles. Le transport est vraiment quelque chose de très important dans notre économie et la robotique arrive également dans ce domaine. Et je repasse la parole à Dominique pour la partie humanoïde et animaloïde. Merci Quentin. Donc, on retrouve également des robots humanoïdes et animaloïdes. Donc, ce sont en fait des robots qui ont l'apparence d'humains ou l'apparence d'animaux. Donc, Quentin en a présenté quelques-uns dans ce slide. Le robot humanoïde, en fait, existe déjà depuis des années, mais plutôt en Asie. Donc, les Japonais sont très friands de ce type de robot et font beaucoup de développement dans ce domaine. Et ils cherchent même de plus en plus à rendre le robot humanoïde très, très ressemblant à l'humain, même recréer des expressions du visage, de l'émotion, et ce genre de choses. Donc, vous voyez sur la diapositive en haut à droite, le visage du robot est très, très humanisé, on va dire comme ça. Et donc, il y a beaucoup de recherches, en tout cas en Asie, dans ce domaine-là. Ici, en Europe, en Occident, les robots humanoïdes sont peut-être moins précis, mais commencent à faire également leur apparition. Alors, on va les retrouver dans différents domaines. Et le premier domaine, c'est l'accueil. Vous avez peut-être déjà été accueilli dans des hôtels, dans des foires commerciales ou bien dans certaines entreprises par ces robots. Donc, la caractéristique, c'est qu'ils ont plus ou moins la forme humaine. Ils ont des yeux, ça c'est important, et une bouche pour justement recréer des émotions. Une machine n'a pas d'émotions et grâce à ses yeux et à ses bouches, on arrive à recréer des émotions et donc à permettre à ces robots d'interagir avec l'humain et à communiquer avec lui. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo qui montre justement une application qui est en test à l'hôpital de la Citadelle ici à Liège, où donc un robot, le robot Pepper, est en train d'accueillir un nouveau patient.
Dominique, je pense qu'on n'a pas le... Dominique, moi, j'entends pas la vidéo. Je sais pas si je suis le seul dans le cas. Ouais, apparemment, il y a un souci de son à vidéo, mais donc en fait, vous avez vu la vidéo peut-être sans le son. L'idée, c'est que le robot en fait est en train pardon, d'accueillir l'enfant à l'hôpital et de lui expliquer un petit peu comment les choses vont se passer. Vous avez vu également que ce robot est muni d'une tablette qui va aussi permettre d'afficher des informations et permettre aussi de communiquer et d'interagir avec l'humain. Alors, ces robots humanoïdes, on va aussi les retrouver dans des homes, dans des hôpitaux, pour aussi aider les gens à sortir de leur isolement. C'est clair que dans les homes et dans les hôpitaux, les patients souffrent souvent de solitude et d'isolement. Et donc, une parade à cet isolement, cette solitude, et de faire entrer dans ces maisons de repos et hôpitaux des robots humanoïdes qui vont interagir avec ces patients. Donc, vous voyez à gauche, ben là, le robot il est carrément en train de faire une petite animation pour plusieurs pensionnaires d'une maison de repos. Et au milieu et à droite, on voit que là, par contre, le robot, il travaille en individuel avec un patient, donc le petit garçon sur son lit d'hôpital ou la personne âgée dans sa chambre. Voilà donc pour les robots humanoïdes et animaloïdes. Je vais repasser la main maintenant à Quentin pour la partie robot logiciel. Merci Dominique. Alors, les robots logiciels. Alors, robot logiciel, là, c'est un terme un peu plus abstrait, puisque on est sur quelque chose de virtuel. Il y a, je dirais, deux grands types de robots logiciels aujourd'hui. Les RPA, les processus d'automatisation robotique. Alors là, le but, c'est de robotiser une tâche répétitive sur le logiciel. Typiquement, trier un mail. Ou alors, quelqu'un d'administratif doit tout le temps remplir les mêmes champs, prendre les mêmes infos aux mêmes endroits. Et bien alors, aujourd'hui, on a des logiciels capables d'enregistrer entre guillemets les clics, prendre l'info au bon endroit, copier, coller, etc. et aider la personne à mieux faire son travail et enlever les tâches répétitives. Et c'est de l'automatisation de processus, mais dans les softwares. Une autre catégorie pour moi de le robot logiciel, c'est l'intelligence artificielle. C'est une notion très vaste qui bouge beaucoup. Aujourd'hui, on en entend souvent parler, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'apprendre à une machine plutôt qu'à la programmer directement. Et d'ailleurs, certains RPA ont de l'intelligence artificielle. Il y a des tris d'emails qui sont faits juste par des clics, donc des clics enregistrés dans le bon ordre. Typiquement, je mets les emails de Dominique dans ma boîte Elmo, mais je peux aussi entraîner une intelligence artificielle sur les mails que moi j'ai déjà triés, et alors elle sera capable de reprendre la décision en imitant, en répétant mon comportement. Ça permet d'avoir des logiciels capables de généraliser bien plus l'intelligence artificielle, d'être beaucoup plus polyvalent, d'essayer de réaliser des prédictions et pourquoi pas prendre des décisions. Mais l'intelligence artificielle, ce n'est pas une intelligence universelle. Ça ne veut pas dire qu'elle sait tout faire, etc. Une intelligence artificielle dépend avant tout de ses données et donc elle ne sera pas plus flexible que les données qu'on lui donne. Je repasse la main à Dominique pour les robots de service. Alors, on retrouve également les robots dans la vie de tous les jours pour aider les personnes. Et donc, ces robots, on les retrouve de plus en plus dans nos vies, également dans nos loisirs. Alors, on va retrouver des robots domestiques, et je crois que tout le monde connaît maintenant ces tondeuses automatiques et ces aspirateurs. Donc, ce sont des robots, ce sont des systèmes qui se déplacent et qui sont totalement autonomes. Donc, ils vont être capables de retrouver leur point de charge, ils vont être capables de se déplacer sur un terrain, de reconnaître les limites de ce terrain ou de cet appartement si c'est un robot aspirateur. Et ils vont être capables également, par des algorithmes, d'éviter tout obstacle, de contourner les obstacles et finalement de passer sur l'entièreté de la surface à traiter, que ce soit donc dans un appartement ou sur un terrain à tondre.
On utilise également beaucoup de robots maintenant pour nous aider dans l'inspection des endroits difficiles d'accès ou bien pour de l'assistance, aider par exemple à de la recherche de victimes ou pour déminer éventuellement un endroit. Donc sur la photo ici, on retrouve pas mal de robots d'assistance. Donc vous avez tout d'abord en haut à gauche des drones que l'on utilise de plus en plus dans le monde industriel pour faire de l'inspection parce que les machines sont parfois ou les halls industriels sont parfois très complexes et difficiles d'accès. Le drone est petit et va pouvoir se faufiler et accéder parfois à des endroits qui sont très hauts ou des endroits qui sont relativement difficiles d'accès. On voit donc ce drone soit sur un champ éolien, donc il va par exemple faire de l'inspection des pales d'une éolienne. On peut retrouver également ce drone muni par exemple d'une caméra thermique sur un champ de panneaux photovoltaïques pour détecter éventuellement des défauts sur certains panneaux. Et vous voyez également le drone donc face à une installation industrielle, donc qui va permettre également aux techniciens d'explorer et aller rechercher des informations, de visualiser des endroits difficiles d'accès sur ce site. À droite, vous voyez un robot animaloïde, donc c'est assez récent, donc c'est Boston Dynamics, si vous allez voir sur Internet, ils ont fait des choses assez impressionnantes dans ce domaine-là. Et donc, ils ont développé un chien animaloïde, donc robot, qui va pouvoir être muni de préhenseurs, muni de caméras, muni de capteurs divers, et qui va pouvoir donc se balader dans un environnement qui peut être relativement complexe. Donc, comme ce n'est pas un engin à roues, le sol peut être assez accidenté, il va arriver à se déplacer, et va donc pouvoir être envoyé en mission de repérage, d'identification. On va par exemple pouvoir faire des mesures et des tests, par exemple, d'environnement chimique, voir s'il n'y a pas de dégagement de gaz à un endroit. Il va pouvoir éventuellement, avec une caméra thermique, aller repérer des points chauds, voire rechercher des victimes qui seraient coincées, par exemple, suite à un tremblement de terre, un éboulement de bâtiments. Donc, c'est des robots qui ont un bel avenir. Donc, c'est assez neuf pour le moment. Et donc, il y a encore pas mal d'utilisations et d'applications qui doivent être développées avec ce genre de robots. En bas à gauche, on retrouve les fameux robots démineurs, donc qui sont autonomes, qui vont pouvoir inspecter avec aussi des caméras des colis suspects, mais également pouvoir éventuellement avec des préhenseurs désarmer, désamorcer si on se rend compte que l'objet est dangereux. Et puis enfin, à droite, en bas, des robots qui vont pouvoir également faire de l'exploration, par exemple, de conduite. Ce sont des petits véhicules autonomes qui vont se balader dans des pipelines pour pouvoir analyser les pipelines, pour détecter éventuellement des fissures, des fuites ou bien des endroits qui sont encrassés ou colmatés. On retrouve beaucoup de robots aussi dans le domaine maritime, puisqu'on a beaucoup d'activités dans le domaine maritime, que ce soit de l'éolien, du forage pour la recherche de pétrole, que ce soit de la pose et de l'entretien de câbles électriques ou de fibres optiques. La fibre optique qui parcourt maintenant même les océans pour relier les continents. Mais il faut et on utilise des robots qui sont capables de descendre à très très basse, très grande profondeur, là où l'humain ne pourrait pas aller, pour justement pouvoir faire de l'inspection, voire de la manipulation. Donc, on pourrait imaginer que le robot fasse une intervention de réparation ou bien accrocher un câble à une fibre optique pour pouvoir la remonter sur un bateau, pour pouvoir la réparer, par exemple. Alors, tous les sociétés qui sont actives dans l'e-commerce à l'heure actuelle travaillent beaucoup sur le développement de nouveaux robots. Donc, on parle de systèmes drones qui vont pouvoir nous livrer directement à la maison des paquets que nous avons commandés. Donc, vous savez que l'e-commerce, pour le moment, est beaucoup utilisé par le monde entier. Et donc, le système de livraison tente à se robotiser également. Donc, vous voyez, il y a des systèmes de véhicules à roues qui peuvent amener les courses commandées à la maison, ou bien des systèmes de drones qui pourraient amener directement les colis devant les portes. Donc, la technologie existe. Elle fonctionne. Le tout maintenant, c'est aussi une question de loi, de réglementation, d'autorisation. On ne peut pas voler n'importe où. Il y a aussi des risques, du danger s'il y a une chute de ces véhicules. Et donc, tout ça est en train de se mettre en place, mais en tout cas, la technologie est prête à réaliser ce genre de choses.
Et enfin, donc, tous les robots qui sont utilisés dans les loisirs. Hein, donc, vous avez en bas à droite un robot jouet, hein, donc qui va faire quelques mouvements, qui va éventuellement parler à l'enfant. Mais on a de plus en plus aussi de robots qui sont pas uniquement des jouets, mais qui sont éducatifs. Donc, ils vont évidemment être des jouets dans un premier temps, mais qui peuvent également être programmés, être transformés. Et donc, ils vont aussi développer la créativité de l'enfant, mais aussi ses facultés de programmer, de faire du code. Et donc, on a beaucoup d'applications maintenant de petits robots qui sont utilisés avec des enfants du primaire et du secondaire pour les sensibiliser justement à la technique, pour les sensibiliser à la robotique, mais également, surtout, les sensibiliser au codage, donc comment réaliser des programmes. Et donc, en bas à gauche, vous voyez le Mindstorm de chez Lego. Donc, c'est avant tout du Lego, mais avec une brique intelligente qui va pouvoir animer ce robot. Il a des préhenseurs, il a des capteurs optiques, ultrasons, qui vont pouvoir être programmés par l'enfant. Le M-Bot au milieu, qui a une plateforme Arduino, également équipée de différents capteurs, de moteurs qui vont lui permettre de se déplacer. Là aussi, l'enfant va pouvoir apprendre à coder, à faire déplacer en fait le robot dans un environnement inconnu. Et vous voyez en haut à droite de la diapositive un robot 6-axes comme ceux que je vous ai présentés dans le domaine de l'industrie. Mais évidemment, ici, c'est un tout petit, donc il fait quelques dizaines de centimètres. Il est en plastique et il a une interface de programmation qui est simplifiée pour justement apprendre aux enfants donc, à coder. Voilà, on arrive au bout des présentations et je vais repasser la main à Quentin qui va terminer avec quelques conclusions. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui avec tout ça? Typiquement, la robotique, c'est un terme qui regroupe beaucoup de technologies, de machines, de domaines et de compétences différentes. Ça va? Donc vraiment, là, c'est un peu ce qu'il faut ressortir aujourd'hui, c'est qu'il faut faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de techno. La robotique, c'est pas juste le robot 6-axes ou juste l'humanoïde, c'est bien d'autres choses en plus. Souvent regroupé avec plein d'autres métiers, l'électricité, la mécanique, la soudure, etc. Donc ça regroupe vraiment beaucoup de choses. La robotique aujourd'hui, elle est utilisée pour être complémentaire à l'homme, pour créer de la valeur ajoutée. Il ne faut jamais oublier que le but d'une bonne machine, c'est de nous aider. Ça va. Mais comme toute technologie, elle peut être utilisée pour des choses un peu plus malhonnêtes, mais ça, c'est valable pour tout, pour l'acier, pour le feu, etc. C'est un domaine qui va changer nos vies actuellement, notre métier, notre consommation, et donc la production, ça va. Et donc, du coup, les consommations. Mais c'est aussi une technologie, un domaine en pleine évolution, en pleine mutation. La robotique qu'on vous a présentée aujourd'hui avec Dominique ne sera pas la robotique dans 10 ans, 20 ans. Celui qui sait exactement où on en sera, il est très fort. Et ce qu'il faut aussi conclure, c'est qu'elle nous concerne déjà tous et toutes aujourd'hui. Et qu'on peut tous s'y intéresser, peu importe notre domaine, notre métier, on est tous concernés par la robotique et l'intelligence artificielle aussi de toute façon aujourd'hui. Merci à tous pour votre attention et on est disponible pour toutes questions ici maintenant. Du coup, oui, je suis à l'écoute et à la lecture de vos questions. Moi, j'en ai une qui serait plus liée à la vitesse d'évolution des différents robots. Dans quelle mesure est-ce qu'elle s'accélère et dans quelle mesure est-ce que tous les robots que vous avez déjà présentés vont être rapidement remplacés, rapidement complètement modifiés avec l'évolution des technologies? Je peux peut-être essayer de commencer à répondre. Ça change vite, ça dépend encore une fois de la notion de la robotique qu'on veut entendre, dont on veut parler. Par exemple, les robots mobiles, la nouvelle génération est arrivée il y a quelques années, je dirais 3, 4 ans, 5 ans max. L'ancienne génération, elle était là depuis 20 ou 30 ans. Donc, est-ce qu'elle va rester, elle aussi, 20 ou 30 ans avant d'avoir une vraie nouvelle génération? Peut-être. Maintenant, si je reprends plus large, les technos évoluent très vite, évoluent plus vite qu'avant.
le monde est de plus en plus connecté, il y a de plus en plus d'échanges, etc. Et donc, les technos bougent très, très vite. C'est valable aussi pour les robots logiciels, notamment l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, les premières recherches, on va dire, intéressantes dans le domaine, c'est il y a plus de 60 ans, mais l'intelligence artificielle a vraiment explosé vers 2015, en fait, il y a 6 ans, juste parce qu'il y a eu des nouvelles avancées, une nouvelle génération encore d'intelligence artificielle pour ceux qui s'y connaissent un peu plus aujourd'hui, ce qu'on appelle le deep learning, vraiment les réseaux de neurones très profonds. Et c'est ça qui aussi a changé très fort. Donc, ça n'a pas bougé beaucoup pendant 50 ans. Et puis, en 6 ans, ça a vraiment explosé complètement. Et je pense que ce sera valable pour d'autres technos. Je pense que Dominique peut rajouter au niveau des robots industriels. Donc, au niveau des robots industriels, c'est clair qu'à la limite, c'est les robots qui existent depuis le plus longtemps. Je parlais des années 60-70, et c'est vrai que pour les robots 6X, par exemple, l'évolution, c'est plutôt fait au niveau de la charge, de ce qu'on appelle le payload, de la charge, de la capacité de levage. Donc, les robots, il y a 10-15 ans d'ici, ne pouvaient pas lever plus de 500 kilos. Aujourd'hui, on est à 2 tonnes. Donc, il y a une grosse évolution au niveau de la mécanique des robots. Mais au niveau du fonctionnement du robot industriel proprement dit, il n'y a pas grand-chose qui a changé, si des évolutions logicielles, mais ce n'est pas des révolutions. Par contre, l'apparition du cobot, ça c'est vraiment une nouveauté. Et ce n'est pas là pour remplacer le robot industriel, c'est pour compléter les fonctionnalités et les besoins en robotique et en automatisation dans les lignes de production. Le robot Delta aussi est un robot qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, 15-20 ans, alors que le robot 6X, lui, existe depuis 30-40 ans. Donc, la robotique industrielle, en tout cas, il y a une bonne partie qui va continuer sur les bases actuelles, et puis certainement qu'il y aura de nouvelles technologies qui vont faire leur apparition. Une bonne part de la recherche et du développement dans la robotique industrielle est orientée aussi pour tout ce qui est caméra, vision, comment reconnaître son environnement pour le robot, et également pour tout ce qui est préhenseur, donc comment saisir dans l'environnement un œuf, une bouteille, des pièces qui n'ont pas une géométrie et une forme bien précise. Donc ça, c'est vraiment une grosse problématique. Donc le bras, on l'a, mais on n'a pas encore toujours le préhenseur qui convient et qui va pouvoir saisir de manière efficace les objets qu'on va lui présenter. Donc il y a beaucoup de recherche et de développement également qui sont faits sur les périphériques du robot industriel comme on le connaît aujourd'hui. Ouais, et je pense que la dernière partie de ta réponse rejoint en fait une des questions présentes dans le chat que Soufiane pose, qui dit: pour ce qui est des robots cobots, de quelle manière les contacts avec l'opérateur sont-ils évités, sachant que le robot doit réagir très vite? Est-ce qu'on parle de caméras, de détecteurs Il y a en fait plusieurs technologies. Donc d'abord, on va placer des détecteurs qui vont détecter la proximité de l'humain. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que le robot va déjà ralentir sa vitesse de fonctionnement lorsqu'il sent l'humain approcher. Alors ça peut être une détection par des systèmes radars, ça peut être également des détections par des systèmes de tapis sensitifs. Donc quand l'humain va approcher, va marcher sur le tapis, le robot va se rendre compte de la présence de l'humain et va donc ralentir sa vitesse. Donc comme il va ralentir sa vitesse, il va déjà être beaucoup moins dangereux pour l'humain. Et alors, le contact avec le robot peut être détecté de différentes manières. Donc, ça peut être des mesures de couple dans les différents axes du robot, donc au niveau des moteurs du robot. Et donc, dès que le robot va détecter qu'il force un petit peu plus fort qu'à la normale, il va en fait se mettre en sécurité. Ça peut être aussi des détections de couple au niveau du socle du robot. Donc, le robot, de nouveau, va détecter qu'il y a un effort anormal et donc va s'arrêter. Mais il existe également des capteurs sensitifs que l'on peut mettre comme une peau autour du bras du cobo. Et donc là, un peu comme quand on touche l'écran de son smartphone, lorsque l'humain va toucher la peau sensitive qui est sur le bras du robot, le robot va détecter sa présence et donc va s'arrêter instantanément. Merci. Et c'est vraiment une explication très claire. Moi, j'y connais rien, je suis absolument pas ingénieur et j'arrive à comprendre et à le visualiser. Et je pense aussi, pour rajouter un dernier détail, ce qui va faire évoluer fort cette techno-là ici les prochaines années et qui a fait beaucoup bouger ici ces dernières années, c'est le numérique au sens large. Le fait qu'un robot est évidemment une machine avec des cartes électroniques, etc. C'est tous à quel point c'est en train d'exploser. On peut maintenant
télécommuniquer avec pas mal d'objets, etc. Et ça aussi, ça va comment dire, faire exploser, améliorer les robots d'aujourd'hui et demain. Et c'est, on va dire, un domaine au final qui n'est pas propre à la robotique, mais qui va l'aider à l'approprier, etc. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, en tout cas pour les robots industriels, ils sont moins chers à performance équivalente, ils sont toujours moins chers à performance équivalente, ce qui les rend de plus en plus intéressants aussi. Moi, j'ai pas spécialement d'autres questions et je vois qu'il y en a plus d'autres dans le chat. Du coup, avant de clôturer et avant de vraiment terminer, je voulais annoncer qu'il y a un prochain webinaire qui aura lieu le 9 novembre qui se concentrera davantage sur le développement d'un robot autonome. Donc, c'est le 9 novembre sur le même principe, le même format. Et là, qui va vraiment être plus focalisé sur le développement et le robot autonome. Voilà, donc le 9 novembre, vous recevrez les invitations via LinkedIn, via les réseaux. Et donc, on compte également sur vous. Je vois un commentaire dans le chat sur la démocratisation de l'électronique. Va vraiment aider la prochaine génération à être plus à l'aise avec les nouvelles technologies. Je ne sais pas si Quentin ou Dominique, il y en a des deux qui ont un commentaire par rapport à ça. Oui, c'est évident le fait qu'on est de plus en plus. Je veux dire, avant, savoir faire quelques tâches dans un fichier Excel était un métier. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on demande à tout le monde. Et pourtant, ce que vous faites dans Excel, if, avec quelques équations de base, c'est déjà de la programmation. Et vous pouvez directement transposer cette logique dans la programmation aussi d'un robot. Et donc, du coup, ça les rend aussi plus accessibles d'un point de vue compétences. Je vois notamment une question ici. Oui, Technifutur propose de la formation dans pratiquement tous les langages de robots, toutes les marques de robots, y compris en TPE, pas au Carrel. Le Carrel, il faut quand même être bien chaud. Dominique me rejoindra sûrement à ce niveau-là. Mais oui, en FANUC, TPE, etc., on a tout à fait des formations. Je vois une autre question par rapport qui se rapporterait plus à des ouvrages de référence sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. Oui, alors là, c'est très vaste. J'ai pas mal de références. Je propose peut-être à monsieur de me contacter par mail ou sur LinkedIn pour que je lui envoie quelques références. Mais le domaine est vaste. Il y a pas mal de choses. On ferait aussi des formations en intelligence artificielle à Technifutur sous la bannière Numéria qui regroupe, où on est regroupé avec les autres sortes de compétences, puisqu'il s'agit d'une techno de pointe qui touche actuellement tout le monde, mais en termes de formation, peu de gens, donc on s'est regroupé. Et il y a du coup des formations ici en Wallonie, aussi en intelligence artificielle. Une question plus par rapport entre un robot cobot et un robot dit standard. Quel serait l'intérêt d'aller vers quelque chose de plus développé, sachant que la version standard serait plus rapide et plus précise? En fait, c'est une histoire de coût et de flexibilité. Donc, quand vous installez un robot CISAC standard qui est plus rapide et plus précis, il demande une sécurité importante. Donc, on va devoir monter une cage autour de ce robot, une cage physique ou une cage virtuelle, mais il faudra monter une cage autour. Et donc, l'installation du robot va déjà prendre beaucoup de place. Donc, même si c'est un petit robot, on va employer beaucoup de mètres carrés pour installer le robot. Et ça va prendre du temps et ça va coûter cher puisqu'il faut monter toute cette cage-là, monter toute la sécurité avant seulement de pouvoir commencer à programmer le robot. Alors qu'un robot collaboratif qui, lui, est fait pour travailler avec l'humain n'a plus besoin de cette cage-là. Et donc, en fait, on peut prendre ce robot et le déposer sur une table et directement le mettre en œuvre. Ces robots collaboratifs, en plus, ont des modes de programmation qui sont simplifiés. Donc, ils peuvent être programmés avec des langages évolués, mais peuvent également être programmés de manière très simplifiée. Donc, on peut simplement prendre le poignet du robot, le déplacer dans l'espace pour lui faire réaliser 2-3 mouvements. Et le robot va enregistrer ces mouvements et va répéter ces mouvements à façon. Donc, très rapidement,
un non-technicien, un non-roboticien va pouvoir mettre en place une application avec un robot collaboratif ou adapter une application avec un robot collaboratif. Donc, ce robot collaboratif apporte beaucoup de souplesse. Donc, il est plutôt là en complément et pas en remplacement du robot sysaxe. En fait, il va ouvrir la porte à la robotisation de certains postes qu'on n'aurait pas robotisés si on n'y avait eu que des sysaxes traditionnels pour des questions de coût et de flexibilité. Et donc, on retrouve de plus en plus maintenant d'applications où on se dit, bah, tiens, on mettrait bien un petit robot collaboratif avec des retours sur investissement qui sont impressionnants. On a parfois le coût du développement, le coût du robot, de l'installation du robot qui sont amortis en quelques mois, donc moins d'un an, pour des process élémentaires. J'ai une autre question ici qui touche à la crise des composants électroniques dont on parle énormément et d'avoir, à votre avis, quel serait l'impact sur justement le futur des robots dans le milieu industriel, le fait que les composants sont de plus en plus complexes au niveau fourniture. Je crois que comme je dirais dans la vie de tous les jours, puisqu'on a de l'électronique malheureusement maintenant dans tout, ça va avoir un gros impact au niveau du coût et au niveau des délais de livraison du matériel. Donc, c'est une grosse pénurie de composants électroniques, se fait déjà sentir dans notre vie de tous les jours. Les délais pour acheter une voiture maintenant sont de passer un an chez certains concessionnaires par manque justement de composants électroniques. Et donc, forcément, ça touchera tous les domaines, la robotique, l'automatisation et je dirais les technologies que nous utilisions au jour le jour à la maison. Et du coup, est-ce que ça pourrait limiter ou diminuer l'utilisation du nombre de composants électroniques ou l'optimisation dans certains développements? Non, je crois que justement, on a besoin de plus en plus de composants électroniques pour améliorer et faire évoluer la technologie. Donc, on ne va pas diminuer, mais ça rendra peut-être les applications plus chères dans un premier temps. Mais les retours sur investissement sont importants. Il y a pas mal de success stories en Wallonie et en Belgique d'entreprises qui, grâce à l'automatisation et la robotisation, ont retrouvé des parts de marché et étaient proches de la faillite et ont retrouvé, je dirais, un second souffle. Et ont recréé de l'emploi parce qu'on l'oublie souvent, on pense souvent que la robotique ou l'automatisation tue l'emploi. Dans pas mal d'entreprises, la robotisation et l'automatisation ont créé de l'emploi supplémentaire. Évidemment, elles ont supprimé des tâches répétitives, des tâches dangereuses, des tâches pénibles. Donc forcément, elles ont pris la place de certains techniciens ou opérateurs, mais on a recréé d'autres postes parce que soit l'entreprise a plus de parts de marché, ou bien simplement parce qu'il faut des gens maintenant pour entretenir ces robots, pour les installer, pour les nettoyer, ce genre de choses. Voilà. C'est un peu ce que je disais, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui vont soit changer, soit être créés par la robotique. Je vérifie, je pense que je suis à jour dans les questions. Mais pour avoir suivi un peu la crise des composants électroniques, normalement, ce n'est pas une crise uniquement dédiée au manque de matières premières, comme il pourrait y avoir avec le pétrole, qui est une source qui est limitée, beaucoup plus que le silicium, etc. C'est aussi une question de production, etc., qui a été délocalisée et qu'on a un peu perdu en Europe, etc. Donc, il y a aussi une stratégie peut-être à reprendre et ce sera peut-être pas autant pénurie que l'énergie fossile, pour reprendre l'exemple que je viens de dire. Donc, je pense que ça offrira à court terme, mais à moyen terme, ce ne sera peut-être pas le plus gros frein pour la robotique. Ok, bon, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi la présentation. Dominique et Quentin, merci pour vos précisions. Je vous fixe rendez-vous pour le prochain. Donc, développement d'un robot autonome le 9 novembre. Et à tous, une excellente soirée. Merci. Et excellente soirée aussi. La présentation sera publiée sur notre chaîne YouTube. Et j'ai vu qu'il y avait des participants qui avaient pris la présentation en cours. Vous recevrez le lien par email dès que ce sera publié. Super. Merci Louis, merci à tous pour le webinaire et à bientôt, j'espère.
Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Salut, au revoir.